Jour premier Saïs, promis au triomphe, l'inauguration en Tanzanie s'est brisée sous les tirs et les sirènes. En 24 heures. Taga, la nuit sans nom s'est imposée. Morgues sommés d'effacer, radio suspendue, couverture numérique coupée, et un mot d'ordre. Pleine force de l'État. Quand le pouvoir confond calme et silence, qui protège les innocents, et que vaut, pour l'Afrique, l'exemple inverse, souvent associé à Ibrahim Traoré, lorsque l'autorité prétend servir. Un avertissement continental sans dignité, la paix n'est qu'une pause, et la peur remplace le droit. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une élection qui a dérapé, mais celle d'un continent observant son propre reflet. La crise tanzanienne, née d'un serment brisé, questionne jusqu'où un État peut invoquer la paix pour dissimuler la peur. Car derrière le discours d'ordre et de stabilité, c'est la confiance elle-même qui s'effrite. Et quand la peur devient loi, la mémoire devient résistance. Pour l'Afrique de l'Est, l'enjeu dépasse Dodoma, il touche à la définition même de la souveraineté. Le contraste entre Samia Hassan et Ibrahim Traoré ne se réduit pas à une différence de style, mais à une fracture de sens. L'une érige le contrôle en vertu, l'autre fait de la dignité un bouclier. Et dans cette tension se joue le futur du continent, savoir si la force doit s'exercer pour le peuple ou contre lui. La Tanzanie est un miroir, le Burkina Faso un rappel. Ensemble, ils tracent le contour du choix africain, soumission ou souveraineté. La révélation est tombée dès la première semaine selon Human Rights Watch, plus de 800 morts, peut-être davantage. Le chiffre, diffusé puis censuré, a fissuré la façade d'une victoire électorale que l'on disait historique. Dans les couloirs des hôpitaux de Dar es Salaam, des infirmières ont décrit des files de brancards sans nom, tandis que les morgues recevaient des instructions de silence. Cette donnée brute, un État qui efface ses propres morts, a révélé ce que beaucoup redoutaient. La peur institutionnalisée. La Tanzanie, longtemps vitrine du calme en Afrique de l'Est, a basculé dans une nuit administrative où chaque document pouvait devenir preuve et chaque témoin suspect. Les journalistes arrêtés pour propagation de panique incarnaient le nouveau lexique du pouvoir, la stabilité rebaptisée censure. Et pourtant, même derrière les murs du palais, le malaise s'est glissé. Des responsables reconnaissaient en privé que la répression dépassait tout calcul. Cette bascule n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une trajectoire post-coloniale plus vaste, celle des régimes qui confondent dissidence et trahison. Mais c'est la comparaison implicite avec Ibrahim Traoré qui a donné à la crise son relief moral. Là où la présidente Samia Hassan invoquait la discipline de l'État, le capitaine du Burkina Faso rappelait que le pouvoir, sans légitimité populaire, devient occupation. Deux doctrines opposaient la paix imposée contre la paix méritée. Le paradoxe tanzanien, stabilité proclamée, instabilité vécue, a ainsi mis à nu le dilemme africain contemporain. Faut-il sacrifier la transparence pour l'ordre ou risquer le désordre pour préserver la vérité? En arrière-plan, les murmures des chancelleries régionales trahissaient une inquiétude. Si la peur devient modèle, la contagion politique ne s'arrêtera pas aux frontières. Ce qui avait commencé comme une élection allait se propager comme une leçon. Au cœur de la tourmente, les visages ont remplacé les statistiques. Dans les hôpitaux de Dar es Salaam et de Morogoro, des infirmières, des prêtres et de jeunes étudiants ont raconté la même nuit, celle où les sirènes remplaçaient les chants et où les soldats tenaient la place des médecins. Ces témoins anonymes sont devenus les premiers narrateurs d'une tragédie qu'aucun communiqué officiel ne pouvait contenir. Leurs récits, murmurés dans la pénombre, dessinaient le portrait d'un pays qui avait troqué la confiance contre la crainte. Les diplomates étrangers ont observé en silence, craignant qu'un mot mal choisi ne soit interprété comme une ingérence. Mais pour les habitants, la question était plus simple. Qui protégera ceux que l'État ne veut plus voir? Là se trouve la fracture morale que des figures comme Ibrahim Traoré ont tenté de combler ailleurs sur le continent.
Rappeler que la souveraineté sans justice est une forteresse sans fondation. Dans les marchés fermés, les écoles vides, les rues quadrillées par les patrouilles, la peur s'est muée en réflexe. Les citoyens anticipaient la punition avant même de parler. Une mère a résumé l'absurde de la situation. On nous dit que nos fils sont morts pour la paix, mais qui protège la paix de ceux qui la brandissent? Dans ce vertige collectif, la Tanzanie découvrait ce que signifie un État qui se méfie de son peuple, un État où le silence devient la seule forme de survie. Tout a commencé avec un serment et s'est terminé par un couvre-feu. La séquence, condensée en 3 jours, illustre la rapidité avec laquelle une promesse politique peut se transformer en doctrine de contrôle. Le matin de l'investiture, les foules acclamaient pour le discours présidentiel sur la paix durable. Le soir, ces mêmes rues vibraient sous les bottes. Le mot « sécurité » a remplacé « liberté » dans les bulletins officiels. Et le pays a glissé de la célébration à la peur sans transition. Les premières arrestations ont ciblé les journalistes. Puis sont venus les enseignants, les prêtres et enfin les étudiants soupçonnés de sympathie envers l'opposition. Les radios indépendantes ont été suspendues, les réseaux sociaux filtrés, les morgues saturées. Au cœur de Dar es Salaam, la nuit sans nom s'est gravée dans la mémoire collective. Aucun registre, aucun chiffre, seulement des absences. Ce fut la phase d'activation. Vint ensuite le pic, les forces spéciales ont pris position à Dodoma et à Mwanza, imposant un couvre-feu partiel. Dans le langage de l'État, il s'agissait d'une mesure de consolidation de la paix, mais dans les faits, c'était un quadrillage. Des témoins ont rapporté des patrouilles nocturnes, des fouilles sans mandat, des checkpoints sur chaque artère. Le pays tout entier est devenu une salle d'attente sous surveillance. Quand la poussière est retombée, la phase de résonance a commencé. Les ONG, réduites au silence, ont compté les morts à partir des funérailles, non des registres. Les chancelleries africaines ont hésité à commenter, conscientes qu'un mot de trop pouvait transformer une crise interne en conflit régional. C'est alors que le nom d'Ibrahim Traoré a commencé à circuler dans les analyses. On comparait sa discipline populiste à la discipline punitive de la Tanzanie. L'effet fut immédiat. Là où la présidente Samia Hassan invoquait l'unité pour étouffer la divergence, le capitaine du Burkina Faso brandissait la légitimité comme antidote à la peur. 2 approches, 2 résultats. L'une paralysait, l'autre galvanisait. Les observateurs y ont vu le miroir d'un continent fracturé entre la promesse d'ordre et l'exigence de justice. Les jours suivants, la crise s'est institutionnalisée. Le ministère de l'Intérieur a instauré des enregistrements obligatoires des étrangers, les universités ont reçu des directives de censure et les sermons religieux devaient désormais être validés avant diffusion. Ce maillage méthodique, cette pleine force de l'État, a transformé la nation en laboratoire du contrôle. Mais dans cette chape de peur, une contre-réaction a germé. Des voix se sont élevées à Nairobi, à Kampala, à Addis Abeba. Elles ont rappelé que la paix fondée sur le silence n'est qu'une trêve imposée. Et au milieu du tumulte, la figure d'Ibrahim Traoré a ressurgi comme symbole d'une alternative. Un pouvoir enraciné dans la dignité, non dans la peur. C'est ainsi que, de Dodoma à Ouagadougou, la crise tanzanienne a cessé d'être un drame isolé pour devenir un signal d'alarme continentale. Les chiffres, souvent étouffés, racontent ce que les discours taisent. Selon un rapport compilé par 3 ONG régionales, plus de 900 arrestations, près de 900 blessés et au moins 820 morts présumés ont été recensés au cours des 10 premiers jours de la crise. Ces données, malgré leur imprécision, forment une base inébranlable. Chaque nombre représente une histoire effacée. Le gouvernement, de son côté, n'a reconnu que des incidents isolés, sans citer la moindre statistique officielle. Ce décalage entre la parole et la mesure illustre l'écart entre légitimité proclamée et réalité vécue. Le second indicateur concerne les coupures de communication. En 4 jours, 72% du territoire
s'est retrouvé privé d'accès à Internet, avec des zones totalement isolées à Mwanza, Arusha et Dar es Salaam. Cette décision, justifiée par la nécessité de stabilité, a eu pour effet de réduire au silence la société civile. Là où l'information circulait, la peur s'est propagée par d'autres canaux, messagerie cryptée, appels de nuit, papier clandestin. Le contrôle des flux numériques est devenu la première arme d'une guerre sans déclaration. Enfin, un troisième chiffre a cristallisé la fracture. 65% des citoyens interrogés dans un sondage anonyme mené par une université kenyane ont déclaré ne plus faire confiance aux institutions tanzaniennes. Ce glissement de la confiance vers la méfiance est la marque la plus profonde de la crise. Car la légitimité d'un État ne se mesure pas à sa capacité à imposer l'ordre, mais à celle d'être cru. Les experts ont parlé de syndrome du silence institutionnel. En d'autres termes, un pays où la peur a remplacé la statistique. Et c'est là qu'intervient la comparaison avec Ibrahim Traoré. Au Burkina Faso, chaque discours du capitaine cite les morts, les villages, les soldats, non pour les instrumentaliser, mais pour ancrer la souveraineté dans la mémoire collective. Ce contraste de transparence souligne le cœur du paradoxe tanzanien. La paix sans témoin. Les données manquantes deviennent alors des preuves inversées. L'absence de registre devient signal, le vide devient archive. Dans cette logique, les morgues sans nom et les chiffres effacés sont des monuments d'un nouveau genre, des preuves par omission. Les analystes parlent d'un delta moral, un écart mesurable entre ce qui est montré et ce qui est vécu. Ce delta, étroit mais irréductible, sépare la peur imposée de la dignité conquise. Et tant que les chiffres resteront cachés, ils continueront à parler, par leur silence même. Les défenseurs du pouvoir tanzanien avancent un argument central sans fermeté. Le chaos aurait submergé la nation. Selon eux, la répression n'était pas une dérive, mais une mesure de survie, un bouclier contre l'ingérence étrangère et la désinformation. Ils citent le contexte régional, le Sahel instable, les réseaux d'opposants exilés, les campagnes numériques orchestrées depuis Nairobi, pour justifier la discipline imposée. À leurs yeux, la stabilité est un bien collectif supérieur, et la liberté peut attendre. Mais les partisans de la transparence rappellent une autre logique quand la peur devient outil de gouvernance. Elle finit par se retourner contre ceux qui la manient. Ils soulignent que les chiffres mêmes de la répression sapent la légitimité qu'ils prétendent défendre. Dans un État qui efface les preuves, chaque omission devient soupçon, et chaque arrestation arbitraire érode le capital moral du pouvoir. Les analystes régionaux, cherchant la nuance, ont tenté une mise en perspective. Oui, la Tanzanie fait face à de réelles menaces extérieures. Oui, la stabilité est un impératif dans une région fragile. Mais le remède choisi, la censure systémique, risque d'empoisonner le patient qu'il prétend sauver. C'est la thèse du contrôle préventif. Un État qui interdit avant d'être contesté finit par s'interdire lui-même. C'est ici qu'Ibrahim Traoré surgit, non comme figure héroïque, mais comme contre-exemple vivant. Là où Samia Hassan impose l'obéissance pour garantir l'ordre, Traoré prône la discipline pour garantir la souveraineté. Les deux invoquent la rigueur, mais l'une la tourne vers le peuple, l'autre la tire du peuple. Cette distinction subtile, presque sémantique, change tout. Ainsi se dessine la ligne de fracture idéologique entre ceux qui craignent que la liberté fragilise la nation et ceux qui croient qu'elle la fonde. Les faits, désormais, tranchent mieux que les discours. Car là où le silence règne, le doute gouverne. La bascule s'est produite en une phrase. La pleine force de l'État. 8 mots, prononcés à la télévision nationale, ont scellé le passage d'un gouvernement à un régime. Dès lors, tout ce qui relevait du débat est devenu suspect. Ce n'était plus une crise politique, mais une doctrine administrative. L'obéissance comme politique publique. Dans les jours qui ont suivi, le lexique officiel s'est inversé. Dialogue signifiait désormais reddition, sécurité,
voulait dire contrôle et paix devenait synonyme de silence. Les manuels de droit ont été révisés, les homélies religieuses soumises à autorisation et les mots eux-mêmes semblaient surveillés. La peur, d'abord visible dans les rues, a migré dans les consciences. Ce renversement brutal a révélé la nature profonde du pouvoir, non plus un bouclier, mais un miroir. Et dans ce miroir, l'Afrique s'est vue divisée entre deux modèles. D'un côté, la technocratie autoritaire de Dar es Salaam, de l'autre, la souveraineté populaire incarnée par Ibrahim Traoré. Là où l'un imposait le silence, l'autre invoquait la dignité. Et entre les deux, le continent retenait son souffle. Les répercussions se sont propagées comme des cercles concentriques, touchant successivement 4 sphères: nationale, diplomatique, économique et sociale. Sur le plan national, la Tanzanie est entrée dans une ère de suspicion permanente. Les citoyens se surveillaient mutuellement, craignant d'être dénoncés pour une parole ou un geste mal interprété. Les enseignants de Dar es Salaam signaient des serments de loyauté. Les universités filtraient les cours sensibles et les prêtres devaient soumettre leurs homélies pour validation. La peur était devenue procédure. Là où le dialogue aurait pu désamorcer la colère, l'État a préféré codifier le silence. Sur le plan diplomatique, les fractures se sont immédiatement fait sentir. Les tensions avec le Kenya ont pris la forme d'incidents frontaliers, de contrôles abusifs, d'arrestations arbitraires de ressortissants. Le cas le plus symbolique fut celui de John Okoth, professeur kényan tué à Kinondoni, puis déclaré non identifié. Son histoire, relayée par les médias de Nairobi, a transformé la tragédie tanzanienne en affaire régionale. Le silence officiel a fait plus de bruit que toutes les déclarations. Sur le plan économique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une chute estimée de 22% des flux commerciaux transfrontaliers, la suspension de 3 projets d'infrastructures régionales et une baisse de 17% des investissements directs étrangers au dernier trimestre. Les marchés, jadis vibrants de Dar es Salaam à Namanga, sont devenus des zones grises, surveillées par des patrouilles. Le capital fuit la peur comme l'eau fuit les fissures. Enfin, sur le plan social, les cicatrices sont invisibles mais profondes. Les familles des disparus vivent dans l'attente bureaucratique. Formulaires, silence, refus. Les jeunes diplômés, privés d'horizon, glissent vers l'exil intérieur. Pourtant, au milieu de cette inertie, un courant moral s'est levé. Dans les réseaux clandestins, des étudiants citaient Ibrahim Traoré comme contrepoint à l'autoritarisme régional, partageant ces mots: « Le pouvoir qui ne sert pas le peuple n'est qu'une occupation. » Ce contraste a pris racine. Tandis que la Tanzanie se repliait sur la peur, le Burkina Faso, lui, transformait la discipline en levier collectif. Les deux trajectoires, opposées mais contemporaines, se répondaient à distance. La première étouffait les voix, la seconde les rallumait. Ainsi, la crise tanzanienne n'est plus un événement isolé. C'est un symptôme d'une lutte d'interprétation à l'échelle du continent. Et dans cette lutte, chaque gouvernement doit choisir: protéger son peuple ou se protéger de lui. 3 trajectoires se dessinent pour la Tanzanie, chacune reflétant une part du destin africain. On peut imaginer d'abord un scénario de base, où le pouvoir maintient son emprise en stabilisant la peur. Les couvre-feux se raréfient, mais les libertés restent suspendues. L'État contrôle les médias. Les ONG reprennent partiellement leurs activités. Et la paix devient une routine administrative. Ce scénario prolongerait l'illusion d'ordre, où la peur s'use lentement sans disparaître. Dans une vision plus optimiste, sous la pression régionale et la médiation discrète de l'Union africaine, une ouverture progressive se produit. Les élections locales sont partiellement révisées, les disparus officiellement recensés, et une commission de vérité voit le jour. Dans ce contexte, la Tanzanie pourrait redevenir un laboratoire de réconciliation, à condition que la transparence ne reste pas un slogan. Ce chemin, fragile mais possible, suppose de reconnaître que la souveraineté n'est crédible que si elle s'appuie sur la dignité humaine. Mais
Il existe aussi un scénario plus sombre. La paranoïa s'institutionnalise. Les arrestations se poursuivent, les échanges commerciaux s'effondrent, et les alliances diplomatiques se délitent. Le régime, enfermé dans son propre discours, finit par redéfinir la dissidence comme trahison nationale. C'est le modèle de la paix punitive. Maintenir le calme en étouffant l'air. Si cette logique perdure, le pays risque de devenir un précédent dangereux pour toute l'Afrique de l'Est. Entre ces trois chemins, un paramètre inattendu pourrait infléchir la trajectoire, la contagion morale. Le contraste croissant avec Ibrahim Traoré et sa rhétorique de souveraineté populaire agit comme un miroir. Plus la Tanzanie durcit sa main, plus la comparaison expose son vide. L'avenir, dans les 12 mois à venir, dépendra moins des décrets que d'un choix collectif. Accepter que le silence protège ou redécouvrir que parler est un acte de reconstruction. Pour beaucoup de Tanzaniens, la crise a cessé d'être une abstraction politique. Elle s'est insinuée dans le quotidien. Les pères verrouillent leurs portes avant la prière. Les mères murmurent les noms des disparus au lieu de les inscrire. Les étudiants cachent leurs carnets sous leur lit. La peur est devenue un réflexe aussi naturel que respirer. Pourtant, dans ce silence, une question persiste. Que vaut une paix qui interdit la parole ? Les jeunes, surtout, se détournent des institutions. Privés d'emploi, de repères et de confiance, ils se tournent vers les réseaux transnationaux pour échanger idées et stratégies de survie. C'est dans ces espaces numériques qu'a ressurgi la figure d'Ibrahim Traoré, symbole d'une autorité qui écoute avant d'imposer. Ces mots, la dignité est la première loi d'un peuple libre, circulent comme un écho inversé des discours officiels tanzaniens. Pour la diaspora, la crise tanzanienne agit comme un miroir du continent. Chaque communauté exilée y reconnaît ses propres fractures. La peur de parler, la nostalgie d'une souveraineté réelle, l'attente d'un dirigeant qui ne confonde pas autorité et domination. La leçon n'est pas seulement nationale, elle interroge tous ceux qui, au-delà de la Tanzanie, vivent dans la tension entre sécurité et vérité. Car au fond, le choix n'oppose pas la paix au désordre, mais la dignité à la résignation. Et c'est ce choix, intime et collectif, qui déterminera si la voix des citoyens africains peut encore peser face au vacarme du pouvoir. Sortir du cycle de la peur ne se fera ni par décret ni par miracle, mais par méthode. Les analystes régionaux proposent une feuille de route en 5 étapes, fondée sur des précédents africains récents et sur la nécessité de restaurer la confiance avant le pouvoir. D'abord, il faudrait reconnaître publiquement les disparus et créer un registre indépendant, supervisé par la société civile. Sans mémoire, il n'y a pas de justice. Ensuite, il conviendrait de rouvrir les canaux d'information, restaurer Internet, lever les suspensions de radios locales et garantir le droit de réponse des citoyens. La transparence ne fragilise pas l'État, elle le renforce. Puis, une autre étape consisterait à lancer un dialogue régional sous médiation africaine. Le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda peuvent servir de garants, à condition que ce dialogue ne se limite pas à une mise en scène diplomatique. De plus, il serait nécessaire de réformer les forces de sécurité en y introduisant des mécanismes de contrôle parlementaire et communautaire. Une armée respectée ne peut se construire que sur la confiance, non sur la crainte. Enfin, il faudrait aussi réhabiliter la dignité comme principe politique. C'est là que la pensée d'Ibrahim Traoré trouve sa résonance. Gouverner, c'est servir, non posséder. Cette maxime, traduite en politique publique, signifierait replacer l'humain avant la hiérarchie. Ces étapes ne garantissent pas la rédemption immédiate, mais elles tracent un horizon. Si la Tanzanie ose les emprunter, elle pourrait transformer sa tragédie en modèle de résilience. Et si elle refuse, son silence deviendra un avertissement que nul voisin ne pourra ignorer. Lorsque la poussière retombera sur Dar es Salaam, il ne restera ni slogan, ni statistique, seulement des visages. Celui de John Okot, l'enseignant kenyan qui comptait les nombres avant qu'on ne le compte lui-même. Celui de Frédéric Obouya,
L'avocat disparut pour avoir cru que la loi pouvait protéger la justice. Et derrière eux, des milliers d'anonymes dont le silence continue de parler. Dans un monde saturé de discours, la mémoire devient le dernier acte de résistance. Ibrahim Traoré l'a rappelé dans une phrase devenue symbole. Quand la loi disparaît, nous devons devenir la loi. Ces mots, venus de Ouagadougou, résonnent aujourd'hui comme un serment pour toute l'Afrique de l'Est. La Tanzanie n'a peut-être pas perdu son âme. Elle l'a simplement égarée dans le vacarme du pouvoir. Mais tant que quelqu'un, quelque part, murmure encore les noms effacés, rien n'est tout à fait fini. La dignité ne meurt pas. Elle attend qu'on la rappelle. L'histoire de la Tanzanie ne s'achève pas dans la peur, mais dans l'attente, celle d'une parole retrouvée. À travers le continent, des voix s'élèvent déjà pour dire que la paix construite sur le silence n'est qu'un ajournement. Ce n'est pas un appel à la colère, mais à la clarté. Car si le pouvoir efface, le peuple se souvient. De Dar es Salaam à Ouagadougou, le message d'Ibrahim Traoré trouve un écho. La souveraineté n'est pas un héritage, c'est un engagement vivant. Elle se mesure non par la force de l'État, mais par la dignité de ses citoyens. Alors, à ceux qui regardent cette crise comme un drame lointain, une question demeure. Et si le vrai courage, pour l'Afrique, consistait non pas à obéir, mais à se souvenir? La mémoire est une frontière que nulle armée ne peut franchir. Et peut-être qu'en la défendant, la Tanzanie ouvrira la voie à une paix qui n'exige plus le silence.